Bienvenue, on est très heureux de vous accueillir pour ce webinar qui prend place dans un cycle devenir franchiseur. Donc l'idée, c'est de vous donner des tips, des connaissances pour vous permettre de concrétiser ce projet, de développer votre entreprise en franchise. Donc autour de moi, des experts qui siègent à la Fédération française de la franchise, qui sont reconnus dans leur secteur d'activité et qui vont nous parler d'un thème très important. Il s'agit du recrutement des franchisés. Il n'y a évidemment pas de franchise sans franchisés. Alors les franchisés, où est-ce qu'on les trouve, avec quel marketing, quelle information on doit leur donner, etc., etc. Comment on fait pour recruter un franchisé. Donc c'est le sujet du webinaire. Je pense que c'est un sujet très très important. Donc autour de moi, Emmanuel Courtet, associé de Bonjour. Progressium. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Baptiste. Donc Emmanuel est en charge chez Progressium de la communication, du développement d'enseigne. Emmanuel Jury, à ses côtés. Voilà, salut Emmanuel. Donc Salut, bonjour à tous. Emmanuel, lui, fait du développement opérationnel, donc il recherche notamment des locaux commerciaux et des candidats. Et puis Laurent Cruche, fondateur de Bonjour. Territoire et Marketing. Exactement. Voilà, donc Territoire et Marketing, c'est une société qui fait du géomarketing, qui vous aide à zoner, déterminer les potentiels de territoire, qui fait des états de marché, qui fait des tas de choses, qui fournit des tas d'outils d'aide géomarketing et marketing à la décision. Donc, je vous propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, je vous ai présenté voilà, les différents intervenants. Ils vont procéder chacun pour ce qui les concerne à une présentation de leur entreprise. Je vais commencer, avant de leur passer la parole, par le cabinet que j'anime, donc une équipe d'avocats dédiée aux enseignes et à la création de réseaux. On accompagne un peu plus de 400 enseignes et chaque année, on participe à la création d'une quarantaine de réseaux sur les 150 réseaux de franchise que la FFF dénombre en moyenne en France. Donc, ce qui nous permet d'être dans les classements d'avocats classés considérés comme incontournables en droit de la franchise en particulier, rang que très peu de cabinets d'avocats atteignent. On siège à la Fédération française de la franchise notamment, mais aussi on forme des adhérents de la Fédération du commerce associé, les coopératives de commerçants, l'Alliance du commerce ou encore aux commerçants de France notamment. Voilà. Bon, donc je laisse la parole à Emmanuel et Emmanuel Le dans l'ordre qu'ils détermineront pour présenter leur cabinet Progressium. Ça sera plutôt honneur aux femmes aujourd'hui. Merci Bravo. Emmanuel, c'est très bien. Quelle élégance. Donc Progressium, nous, on a l'originalité en fait d'être tout à la fois un cabinet de conseil, une agence de développement, une agence de communication, également un organisme de formation et un pourvoyeur de solutions pour les réseaux de franchise et de commerce associés. Donc pour cela, on a réuni en fait une vingtaine d'experts métiers, chacun spécialiste dans son domaine, mais tous experts de la franchise. Voilà, donc comme on le disait, on a trois membres de l'équipe qui sont experts à la Fédération française de la franchise et deux qui sont experts en évaluation immobilière à la FNAIM, dont Emmanuel ici présent. Parfait. Ok. À mon tour. Bonjour à nouveau, je suis Laurent Cruche, je suis le directeur fondateur de Territoire et Marketing. Alors, Territoire et Marketing est un institut d'études de marché et une société spécialisée en géomarketing. Donc, on a bien deux métiers chez nous qui vont se confondre, mais qui sont deux métiers un peu distincts. Nous avons une trentaine de chargés d'études. On existe depuis 2 ans. On réalise un nombre très, très conséquent de dossiers pour des enseignes dans tous les secteurs d'activité, du plus petit réseau à des réseaux très grands, très connus. Je me suis retenu en disant très prestigieux parce qu'on peut être un petit réseau et très prestigieux pour autant. Mais bon, voilà, à forte notoriété. On travaille pour plus de 300 enseignes et marques chaque année. Je suis également membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise dans ma spécialité qu'est le géomarketing. Et puis, pour nous permettre de passer un cap et d'être une entreprise plus solide et d'apporter des solutions encore plus complètes dans le monde du retail et dans le monde de la distribution, j'ai cédé mon entreprise dans laquelle j'interviens toujours sur les mêmes fonctions. J'ai cédé mon entreprise à un groupe conseil qui s'appelle Cyril Group, qui est un groupe de 300, maintenant un peu plus, 350 collaborateurs, basé à Villeurbanne à l'origine, et puis qui a 7 sites en France. Et qui est spécialisé dans les systèmes d'information géographique et les logiciels de gestion pour les collectivités locales et les acteurs publics. Et nous sommes la branche privée
du groupe Cyril. Alors, c'est très intéressant. Ça fait de nous pas une grosse boîte, on est resté territoire et marketing, mais ça nous permet de répondre à toutes les situations et surtout d'apporter des solutions qui vraiment sont très différentes de celles du marché. Voilà. Alors, qui dit candidat à la franchise dit information précontractuelle. Donc, je voulais juste faire un petit focus avant de passer sur la phase vraiment opérationnelle du recrutement d'un candidat sur vos obligations quand vous recrutez un candidat à la franchise. L'article L330-3 du Code de commerce prévoit que toute personne qui met à disposition d'une autre une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité, ça peut être une clause de non-concurrence, une clause d'exclusivité d'activité, une clause d'exclusivité d'approvisionnement, doit lui délivrer au moins 20 jours avant de signer le contrat, donc en l'occurrence le contrat de franchise, un document qui comporte des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause avec le franchiseur. Alors ces informations, elles sont listées par la loi, donc à l'article L330-3 et dans un article d'application qui est le R330-1. Alors, c'est un inventaire à la Prévert. Je ne vais pas tout vous lister, mais ça va d'informations qui sont relatives au franchiseur, qui il est, sa société, quels sont les comptes de ces 2 derniers exercices clos, quelle est la marque qu'il propose de mettre à votre disposition, quand est-ce qu'elle est enregistrée, est-ce qu'il en est propriétaire, locataire, à des informations financières relatives au niveau d'investissement qui est exigé. Ce sont les dépenses qui sont spécifiques à l'enseigne et qui doivent être exposées avant le démarrage de l'exploitation par le franchisé. Exemple, un droit d'entrée, l'achat d'une licence de logiciel, le coût de la formation initiale, le coût de l'agencement d'un local, etc. Jusqu'à des éléments qui sont relatifs au marché, et là je pense que Laurent va pouvoir nous les définir, qui sont les états de marché. Alors, un état de marché, en 2 mots, avant qu'il rentre dans le détail de ce que c'est la fourniture d'informations brutes sur le marché à un moment T, au moment où vous délivrez le document d'information précontractuelle. Ce n'est donc pas une étude, vous allez fournir des informations sans analyse, relatives d'une part à l'offre pertinente pour votre activité et d'autre part à la demande. Donc, qui sont les concurrents d'un côté, il faut veiller à ne pas en oublier, quelle est au contraire la demande, donc qui sont les acheteurs de vos produits sur un marché que l'on définira arbitrairement comme, d'une part, le marché général des produits-services, vous devez remettre un état général du marché, et d'autre part, une zone locale qui correspond à la zone où le franchisé va intervenir, avec un certain nombre de règles de détermination de cette zone. Laurent, je te laisse préciser tout cela en professionnel des états de marché. Comme c'est gentiment amené, merci. Oui, alors effectivement, il y a ce qu'on appelle une obligation légale faite aux franchiseurs d'informer le candidat. Donc ça rentre exactement dans ce qu'Emmanuel a expliqué, c'est-à-dire le champ d'application du document d'information précontractuelle dans les textes de loi qui ont été cités. Et c'est finalement assez sain. L'idée est de dire je vais m'engager avec un franchisé. Alors déjà, je vais associer les deux, le franchiseur et le franchisé. Je vais m'engager avec un franchisé, un candidat. Alors d'ailleurs, on parle de franchise, je fais juste cette parenthèse, on parle de franchise et de franchiseur, mais entendez bien que ça s'applique à toutes les formes de contrats de partenariat. Jean-Baptiste l'a dit, mais je le reprécise, dès que vous obligez quelqu'un à utiliser votre enseigne, et puis dès que vous lui demandez de ne travailler qu'avec vous, je le fais court, Jean-Baptiste, avec mes mots, en gros, on est sous la loi Doubin. Donc, licence de marque, toutes les formes que vous aurez entendues, contrat de partenariat, à partir du moment où vous utilisez, voilà, on est dans la même logique. Donc, ce partenaire, candidat franchisé, vous devez l'informer avant qu'il s'engage. Un état général de marché, c'est un document qui est issu de ce qu'on appelle la recherche documentaire, c'est-à-dire vous lisez des articles de presse, des articles du syndicat professionnel dont vous dépendez. Alors si par exemple vous êtes dans une activité de toiture ou une activité de restauration ou une activité de salon de coiffure ou d'autres, peu importe, vous devez récupérer les infos les plus récentes possibles. Et s'il y a bien un sujet d'attention, il est sur la récence des informations. C'est-à-dire que si on est aujourd'hui en octobre 2020, on va signer des contrats de franchise en début 2021, disons, le temps d'informer, le temps de signer va se passer quelques semaines, quelques mois. Il faut que quand on lit l'état général de marché, il soit complet, daté, que les informations soient plutôt datées
de 2018, idéalement de 2010, bien sûr 2018 grand max, 2019 et bien évidemment le plus possible de 2020. Donc à la fois des informations officielles venant de l'INSEE, venant d'informations gouvernementales, venant du syndicat professionnel, bien évidemment tous les articles de presse possibles qui permettent de bien présenter la structure du marché, son évolution, ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années, ce qui se passe en ce moment et vers quelle perspective de développement on se dirige. L'idée étant que moi, candidat franchisé, que je connaisse ou pas le secteur, peu importe, je dois recevoir de votre part, vous, futurs franchiseurs, une information sincère, assez claire. Voilà, ça c'est l'état général. Vous pouvez passer par une société comme la mienne, vous pouvez le rédiger vous-même, vous pouvez trouver sur Internet des états généraux déjà faits. Si nous, on existe et si on en fait plus d'une centaine par an, doutez-vous bien que nos clients sont aussi malins que vous et c'est qu'ils ont fait le choix de passer par nous. Et ce choix, il est lié au besoin que vous avez que le document soit rédigé pour vous, que les informations qui soient dedans soient sincères et fiables, parce que ce n'est pas parce que vous allez trouver une étude officielle faite par un cabinet connu qui vend des études sur Internet que pour autant son contenu va être réel et surtout bien daté, et vous risquez d'avoir un état général de marché discutable. Maintenant, Jean-Baptiste le précisera, il n'y a pas eu de grands procès perdus par des franchiseurs parce que les états de marché étaient un peu imparfaits, mais ça tient plus de la façon dont vous voulez travailler avec votre candidat franchisé. L'état local, c'est plus complexe et c'est plus technique. Un état local de marché, d'abord, il va arriver à un moment spécial. Soit vous le faites quand vous donnez le DIP et vous donnez tout d'un coup, c'est-à-dire tous les éléments qui doivent être dedans, mais si vous donnez tous les éléments d'un coup, va se poser le problème du lieu d'implantation du futur franchisé. Je n'aurai pas le temps de traiter tous les cas possibles, mais il faut que vous compreniez que l'État local va traiter de la zone de chalandise, pour parler simplement, autour du point de vente de votre franchisé, de votre partenaire, et que donc, il faut bien qu'on ait une idée de cette localisation. Alors, prenons un cas simple. Vous allez ouvrir une agence ou une activité à Carpentras, c'est plutôt une petite ville, assez ramassée, dans une zone qui va être rurale autour. C'est assez facile de faire un état local sur Carpentras et de dire que le gros de la population va venir de la ville cliente, va venir de la ville de Carpentras. Mais quand on est dans des zones urbaines plus fortes, ce n'est pas le cas. Ou quand vous gérez des zones plus larges, des départements ou des demi-départements par exemple, la localisation a beaucoup d'importance. Or, l'objet de ces études, de ces états, je me reprends, de l'état général et de l'état local, c'est d'abord le vrai objectif est d'informer votre candidat. Donc, vous devez l'informer sur des choses réelles et concrètes, donc liées à son secteur d'activité professionnel et liées à son secteur d'activité géographique. Donc, l'état local se fait souvent un peu après avoir délivré le DIP, quand on a bien avancé avec le candidat, on nous commande l'état local, on le fait pour une zone, idéalement pour une adresse donnée, et on doit construire une zone dans l'état local, c'est-à-dire une carte avec des données de population, des données d'entreprise, enfin tout un ensemble d'indicateurs sur une zone qui ressemblera quand même dans l'exploitation du point de vente à la zone sur laquelle il va travailler. Et en tout cas, qui doit ressembler aux zones des autres points de vente que vous avez déjà ouverts, et même si vous n'en avez qu'un, du point de vente que vous avez déjà ouvert. La deuxième grande partie, Jean-Baptiste l'a dit, c'est la concurrence. Alors là aussi, je vais faire tomber un mythe. Bien évidemment, idéalement, la concurrence doit être absolument complète et absolument exhaustive. Donc nous, on va travailler à la fois sur les bases de données de vos concurrents directs, souvent des enseignes qui font le même métier que vous, même si vous trouvez plein de différences avec eux, ils font le même métier, ils répondent aux mêmes besoins généraux. Donc, on va aller prendre ce qu'on appelle votre concurrence directe, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit locale. Et puis, là où ça se complique, c'est aller prendre toute la concurrence indirecte. Et là, il vaut mieux ratisser large que de se dire non, non, je prends les 3 concurrents qui sont les principaux de mon secteur parce que c'est avec eux que je serai toujours en bagarre. Il faut vraiment être plus large parce que s'il y a bien un sujet dans l'État local qui est discuté, c'est pas qu'on a oublié un concurrent, c'est qu'on a sous-estimé le poids d'un concurrent qui deviendrait majeur. Donc on peut en oublier plein, mais si on oublie celui qu'il ne faut pas, c'est embêtant. Et puis surtout, on oublie toute cette concurrence indirecte qui petit à petit vous prend des pourcentages de chiffre d'affaires et de parts de marché. Donc, comme l'objet est de toute façon d'informer le candidat,
il faut être, à mon avis, le plus large possible. Et ne pas confondre, on en parlera plus tard, ce qu'est un état local de marché, sur lequel il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas d'estimation si le point de vente va fonctionner bien ou mal, il n'y a surtout pas de prévision de chiffre d'affaires. Pour utiliser un terme que Jean-Baptiste discutera, vous n'avez pas le droit de prévoir un chiffre d'affaires dans un état local. C'est une autre prestation qui vous permet de le faire, c'est l'étude de marché d'implantation avec prévision de chiffre d'affaires. Mais ça, ce n'est pas de votre obligation, ça dépend de celle du franchisé. Très bien, écoute, merci Laurent. Alors je vois une question de Virginie qui nous demande si ces informations brutes sont dans le DIP. Oui, les états de marché sont des éléments du DIP, donc ils doivent figurer dans le DIP. Ce que nous a dit Laurent, c'est que dans certains cas, si on ne connaît pas l'adresse du local, peut-être que l'état de marché peut être délivré parfois en pratique après le DIP. Si c'est le cas, veillez à ce que le délai entre la délivrance de l'état de marché et la signature du contrat soit suffisant, que le franchisé ait pu appréhender les informations de cet état, et veillez à préserver la preuve de la remise de cet état de marché, comme vous le feriez pour le DIP, de la même manière, par une signature d'un accusé de réception, une signature électronique, par exemple, pour pouvoir prouver que vous avez satisfait à votre obligation légale d'information précontractuelle. Ces informations doivent bien sûr changer au fur et à mesure du temps. Je vous ai dit qu'elles devaient être sincères. Donc, une information sincère, c'est une information actuelle. Si vous donnez un état du marché, par exemple, de l'immobilier en 2008 et que en fait vos données sont datées de 2006 alors qu'on vient de subir la crise des subprimes et que les volumes et les prix sont affectés, vous avez une information qui n'est pas sincère. Voilà. Donc c'est très important. Et en ce moment, avec la crise que nous connaissons, il faut avoir en tête que les états de marché doivent comporter les perspectives d'évolution du marché. Alors, Et que, pardon, voilà Laurent, je te laisse la non, parole. pardon sur le Jean-Baptiste, sujet. mais non, désolé, je te coupe, mais c'est extrêmement important. On n'est peut-être plus les seuls maintenant, mais on a été les seuls pendant la crise sanitaire à ajouter dans tous nos états locaux, quel que soit le secteur d'activité, une note Covid spécifique à chaque secteur d'activité pour expliquer ce qui s'était passé de bien, ce qui s'était passé de mal, ce qui pouvait arriver. Alors, c'est impossible de prévoir le Covid et c'est impossible d'en prévoir sa sortie, mais ça n'empêche que si on fait des états généraux comme si de rien n'était, avec des données de 2019, puisqu'en fait, on n'a pas encore de données sur l'impact du Covid. En tout cas, on ne les avait pas en avril, mai, juin, juillet. Et les gens qui ont signé des DIP qui n'avaient pas prévu cette note ont pris un certain risque. En tout cas, on fait une erreur d'information. Et juste ce que je voulais dire aussi, parce que ça paraît évident à Virginie qui pose la question et à tout le monde, l'une des erreurs classiques des franchiseurs, c'est je me mets au carré le 7 octobre 2020, tout mon DIP est nickel. Je l'ai fait avec mon avocat, avec mon institut d'études, il est nickel. 3 ans, 4 ans après, on reprend le DIP, il sera nickel, mais 2, 3 ans, 4 ans avant, c'est-à-dire que tout le monde aura oublié qu'il faut mettre l'état général de marché à jour. Nous, on a mis en place une politique chez nous, une campagne de mise à jour des états généraux, parce que souvent, on découvre, comme tu l'as dit, qu'en 2020, on signe encore des DIP avec des états généraux de 2012, de 2013, parce qu'en 2013, ils étaient nickel. Voilà. Alors après, au-delà de cette obligation spéciale d'information, il existe un devoir général d'information. En droit des contrats, vous devez délivrer toute information qui semble importante par rapport à l'engagement que le franchisé s'apprête à souscrire. Alors, je vais vous donner un exemple qui est retenu en jurisprudence assez régulièrement. Vous avez eu sur une zone de chalandise une liquidation judiciaire. Cette liquidation judiciaire, elle remonte à 2 ans ou à 3 ans. En fait, l'article L330-3 du Code de commerce vous oblige à mentionner les franchisés qui sont sortis du réseau sur les 12 derniers mois avec la cause de leur sortie. Donc, en fait, vous n'êtes plus tenu une information spéciale. Vous voyez, si la liquidation judiciaire remonte, par exemple, à 2 ans. Sauf que les juges vont estimer que cette information-là était importante pour le candidat parce que s'il l'avait eu, il se serait interrogé sur les causes de cette liquidation judiciaire, les causes de l'échec de son prédécesseur sur la zone de chalandise. Et alors, comme il a été privé de cette faculté de s'interroger, il a peut-être été privé de la faculté de donner un consentement éclairé au contrat. Et s'il avait eu cette info, peut-être qu'il n'aurait pas signé. Donc là, vous risquez en fait, dans les deux cas, si vous violez l'article 330-3 ou votre devoir général d'information précontractuelle, et que vous risquez d'amener le franchisé à signer, alors qu'il n'aurait pas signé s'il avait eu les bonnes infos et toutes les infos, bien, le contrat peut être notamment annulé par un juge, auprès duquel le franchisé se plaindrait de ce que son consentement n'était pas éclairé. L'annulité, c'est quoi? C'est une sanction qui fait qu'on va considérer rétroactivement, et fictivement, c'est une fiction, que le contrat n'a jamais existé. Ça veut dire que le franchisé doit être remis en état
on va restituer de manière automatique le droit d'entrée et les redevances. Et éventuellement, vous pourriez être condamné des dommages et intérêts qui vont venir indemniser la perte de chance qu'il a eue de ne pas conclure avec vous ou de ne pas contracter avec quelqu'un d'autre. Et donc là-dedans, on va pouvoir mettre l'évaluation d'un certain nombre de dommages, de la privation de rémunération jusqu'à la prise en charge de pertes ou d'investissements spécifiques à l'enseigne non amortis. Donc cette sanction peut être coûteuse. C'est ça le gros risque. Il y a un risque pénal quand vous violez l'article 330-3, c'est une contravention de 5e classe, mais en pratique, les avocats ne saisissent pas les tribunaux de police pour demander l'application de ces contraventions. Ils vont sur la nullité pour obtenir une indemnisation complète de leurs clients. Donc voilà l'enjeu globalement de l'information précontractuelle. Vous voyez, c'est un enjeu important. Pardonnez-moi, moi j'entends beaucoup d'échos. J'espère que ceux qui écoutent le webinaire n'ont pas le même problème, si vous pouvez nous dire. Parce qu'en fait, je vous entends en écho et Laurent et Jean-Baptiste. Non, c'est bon? Ok, donc c'est moi alors. Oui. Si, je pense que pour certains, il y a de l'écho, pour d'autres non, ça va être difficile de régler. Donc, désolé pour ceux qui souffrent. Voilà, c'est pas vraiment une souffrance, mais c'est juste par confort. Et en fait, juste, je voulais ajouter par rapport à ce que vous disiez, il y a la loi, évidemment, mon cher avocat, et en réalité, le principe de transparence doit prévaloir à tout. Donc, au-delà de la législation, je pense qu'il faut vraiment, moi je développe des enseignes pour lesquelles il y a eu des échecs il y a quelques années. Le principe de base, c'est de leur dire très vite qu'il y a eu ces échecs et vous désamorcer tout de suite des situations qui peuvent devenir conflictuelles ou autres par la suite. Il vaut mieux le dire tout de suite. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une très bonne reco. L'idée, c'est d'être transparent et de montrer cuisine et dépendance. On va y revenir. Alors, l'information précontractuelle sur laquelle un franchisé peut se baser pour obtenir la nullité de son contrat, c'est pas que le DIP. C'est tout ce que vous lui dites depuis le jour où vous entrez en relation avec lui grâce à des supports de communication. Toute la communication de recrutement est susceptible de comporter des informations erronées, les plaquettes de candidats, jusqu'à l'ensemble des échanges que vous avez avec lui, entre le moment où vous lui dites bonjour la première fois et le moment où vous signez le contrat. Donc, tous les mails que vous pouvez lui faire, etc., alors, comme on dit dans les téléfilms américains, tout pourrait être retenu contre vous. C'est-à-dire que sur chacun de ces supports, il faut veiller à avoir une information sincère, comme le dit Emmanuel, transparente, qui reflète ce que vous êtes, ce qu'il peut réellement attendre du contrat de franchise que vous lui proposez. Alors maintenant, ceci dit, il y a quelques grandes zones de risque qu'on a mentionnées. L'omission de concurrents, certaines perspectives de marché, on ne revient pas dessus, on en a parlé dans les ELM. L'omission de départ de franchisé, de liquidation judiciaire de franchisé. Ce sont souvent des informations jugées déterminantes. Des informations sur le franchiseur, notamment sur les dirigeants. J'ai vu passer un certain nombre d'arrêts sur des nullités où on ne relatait pas que le dirigeant avait pu être interdit de gestion, faire l'objet de sanctions financières pénales dans le passé. Et puis, un sujet, c'est d'établir pour le franchisé des prévisions de chiffre d'affaires. Donc, d'établir ses comptes prévisionnels. La loi ne met pas du tout à votre charge l'obligation d'établir des prévisions d'activité. Par contre, évidemment, ces prévisions sont assez importantes, puisque le candidat, j'imagine, peut-être qu'Emmanuel va nous le confirmer, a quand même envie de savoir à quoi va ressembler le compte d'exploitation de son entreprise, quelle va être la rentabilité de l'entreprise par rapport aux investissements, et puis il aura besoin d'avoir un banquier. Donc cette drôle de bête-là va exiger qu'on lui fournisse un joli dossier avec un business plan. Donc, dans un business plan, il y a des comptes prévisionnels. Donc le mieux, c'est que le franchisé les fasse lui-même, assister de ses conseils, de son expert comptable, sur la base de données historiques que vous lui communiquerez et qui devront être exactes et pertinentes par rapport à son projet. Exemple, si vous avez un restaurant pilote qui fait 150 mètres carrés à Paris et que le franchisé s'implante sur 50 mètres carrés en province, je ne sais pas si c'est une situation qui se voit souvent en pratique, mais si c'est le cas, peut-être que les données de votre 150 mètres carrés parisien ne seront pas pertinentes pour ce 50 mètres carrés de province. Voilà, alors, il y a des techniques, parce que le franchiseur a l'obligation de se renseigner, et le franchisé, a l'obligation de se renseigner, c'est quand même un commerçant, même s'il est destinataire d'une information précontractuelle réglementée, c'est un commerçant indépendant. Donc, il faut exploiter cette obligation qu'il a de se renseigner, lui faire éventuellement faire une étude de marché, on a vu que ça allait au-delà de l'état de marché, lui faire ses comptes prévisionnels, lui faire visiter un point de vente, le faire échanger avec des franchisés,
Et acté de l'ensemble de ces démarches, c'est préserver des preuves. Vous lui faites signer un rapport d'étonnement quand il a visité un point de vente, vous lui faites acter que vous lui avez montré le sommaire du manuel opératoire, qu'il ne connaissait pas les infos qui y étaient contenues, etc. Ce qui vous permet de démontrer que vous avez été transparent. Il faut également délivrer une information qui soit évidemment récente, datée, complète, éventuellement laisser un délai de réflexion bien supérieur à 20 jours, délivrer des informations au fil de l'eau de manière à ce qu'il en prenne une connaissance, et puis avoir un dossier de candidature adéquat qui ne comporte pas de risque. J'ai parfois vu dans des dossiers de candidature d'enseigne une question comme « vous vous attendez à gagner combien ?» Quand on pose une question comme ça, si le franchisé n'a pas le revenu attendu en face, il risque de faire valoir une erreur sur la rentabilité et de demander la nullité du contrat de franchise. Donc, il faut éviter de poser cette question dans un dossier de candidature. Si jamais il y a des vices du consentement qu'on identifie, par exemple, son chiffre d'affaires est en dessous des prévisions qui ont été faites par lui ou par vous si vous étiez intervenu contrairement à nos recommandations, faites-les lui constater. Et insérer dans le contrat une clause dite de prescription anticipée, qui va ramener le délai de prescription de 5 ans à un délai plus court. La loi fixe un plancher à 1 an. À partir du moment où on lui avait fait constater cet écart, qu'il en a connaissance, à partir de ce moment-là, il ne pourra plus agir, passer le délai de prescription. Donc c'est un très bon moyen d'être tranquille sur ces sujets. Vous voyez, là, l'avocat a à intervenir pour sécuriser la phase de développement. Bon, moi, j'en ai fini sur ce sujet. Je pense que maintenant, il s'agit de savoir où on trouve les candidats et comment on signe avec eux. Effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, en fait, il y a beaucoup de techniques qui se sont développées depuis quelques années parce que finalement, aujourd'hui, trouver des candidats, c'est plus compliqué qu'à 10 ou 15 ans. Donc, ça revient à une autre stade, en fait, qu'on aurait peut-être dû mettre avant, d'ailleurs. Jean-Baptiste, si tu peux avancer un tout petit peu. En fait, le nombre de franchiseurs a été multiplié par 2, grosso modo, en 10 ans, tandis que le nombre de nouveaux franchisés chaque année reste stable, voire diminue. Donc, ce qui fait que, très mathématiquement, c'est plus compliqué par enseigne pour réussir à atteindre ses objectifs de développement. Pardon. Donc, finalement, il y a 10 ans, c'était assez simple. J'ai envie de dire, on allait à Franchise Expo, on prenait une présence sur un ou deux portails, et puis, grosso modo, ça faisait le job. On avait son plein de candidats pour l'année. Aujourd'hui, en fait, c'est absolument nécessaire de diversifier ces canaux d'acquisition et de plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'aller cibler les bons canaux de communication en fonction du profil de votre candidat. Et ce ne sera pas les mêmes selon les enseignes, selon les profils des candidats. Parce que finalement, autant aller sur des canaux vraiment pointus, où on va cibler vraiment les personnes qui correspondent à votre enseigne, à votre concept, plutôt que d'aller sur des médias très généralistes où finalement, ça sera moins pertinent. Donc, voilà. Et en plus de ça, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut plus non plus tout attendre du plan de communication. Et c'est important également d'aller les chercher, vos candidats cibles. Et ça, je pense qu'Emmanuel pourra nous en parler. L'approche directe de candidat, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut vraiment mettre en place en parallèle du plan de communication pour le recrutement des franchisés. Emmanuel, alors oui, on avait décidé de faire un focus. Vous m'entendez ou pas? Oui. 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 Alors oui, effectivement, on avait décidé de faire un focus sur l'approche directe. Je voulais juste dire un mot sur ce qui a été dit au préalable. Moi, je pense très sincèrement, donc je suis un développeur depuis 21 ans. J'ai recruté à peu près 1000 franchisés, presque autant de locaux commerciaux, parce que pour moi, les locaux commerciaux, c'est aussi un recrutement. Bon, je suis d'accord sur l'encadrement juridique de tout ce qui a été dit par Maître Gouache, évidemment. Par contre, il faut pas non plus qu'on soit dupe. C'est-à-dire que à partir du moment où on peut transmettre un compte d'exploitation, un compte de résultat, des soldes intermédiaires de gestion, pardon, ce que vous voulez pour faire signer les gens, c'est quand même plus facile. Donc, moi, encore une fois, là-dessus, le principe de base, c'est la transparence. Je vais vous dire comment je fais. Je donne, avec l'autorisation des franchisés, les bilans d'autres franchisés. Je fais un benchmark des villes, une ville de 75 000, une ville de 75 000, combien on fait de chiffres sur ces villes-là. Voilà. Et ensuite, effectivement, nous effectuons un point mort. Donc, un point mort, c'est assez simple, hein, c'est comme son nom l'a dit, un break-even en anglais. C'est j'ai un chiffre,
Si je fais moins, je perds de l'argent. Si je fais plus, j'en gagne. Parce qu'à un moment donné, les experts comptables de nos amis franchisés, et moi par ailleurs, je travaille beaucoup avec des plurimultis, donc ils me demandent ces éléments-là, des multis qui ont plusieurs enseignes, qui ont plusieurs magasins de la même enseigne, ou des pluris qui ont plusieurs enseignes. Et effectivement, moi, c'est des éléments que je dois leur donner. Donc, il faut rester dans le cadre de la loi. Évidemment, il ne faut pas leur promettre d'avoir un résultat de 150 000 euros alors qu'on n'a absolument pas à le prouver. Mais dans le cadre de cette loi, il faut encore une fois travailler la transparence. Ceci étant dit, sur l'approche directe, j'ai fait ce focus-là parce que je pense qu'effectivement, il me semble que c'est un des enjeux du futur pour le recrutement de franchisés pour une raison assez simple. C'est qu'en fait, depuis des années, on est grosso modo sur 75-74% des nouveaux franchisés qui sont des primos, ce qu'on appelle nous dans notre jargon des primo-excellents, c'est-à-dire des gens qui ont été salariés et qui passent à l'entrepreneuriat. Ce qui, à mes yeux, bien sûr, on peut en recruter, mais à mes yeux, ça reste quand même globalement assez accidentogène, notamment sur la partie retail et food. Peut-être un petit peu moins sur le service que je connais moins, mais en tout cas, ça peut être accidentogène. Donc, moi, sur l'approche directe, je vais chercher des multi et pluris. Je vous l'ai écrit là en préambule. Je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, des valeurs, pas avoir peur de franchiser affilié à d'autres enseignes. Si tant est, effectivement, là, on arrive sur une partie de droit qu'ils aient le droit de le faire dans leur contrat, bien sûr. Et pour autant qu'ils ne soient pas concurrents directs. Par exemple, je me souviens à une réunion du Collège des experts, le directeur général de la boucherie, M. Moxion, nous avait expliqué que ça ne le gênait pas qu'il ait un franchisé qui fasse un Candlebus Café, donc un coffee shop. En revanche, s'il faisait un Buffalo Grill, c'était quand même un petit peu plus gênant. Il faut détecter surtout des activités connexes. Par exemple, vous savez que le prêt-à-porter souffre énormément et les multi-plurifranchisés en prêt-à-porter cherchent d'autres business sur lesquels ils peuvent faire une diversification de leur activité. Alors, ils sont allés sur l'équipement de la maison, par exemple, dans un premier temps. Maintenant, ils sont quand même en train de rechercher du food. On voit de plus en plus des franchisés en textile qui ouvrent des restaurants. Donc, c'est ce que je vous dis ici. Oui. Tu me permets une intervention? C'est un sujet qu'on ne peut pas traiter là de manière complète, mais ce serait intéressant que les gens concernés prennent contact avec toi. Parce que quand on est un jeune, on est dans un programme Devenez franchiseur, donc on est plutôt sur des jeunes réseaux, même s'il y a certainement des gens expérimentés qui nous écoutent. Mais partons du principe qu'on s'adresse à des jeunes réseaux. En fait, c'est un vrai choix, pas simple. Quand vous avez un ou deux magasins, une ou deux agences, un ou deux restaurants, une ou deux boutiques, que vous vous lancez en franchise, c'est très intéressant de passer par des multi ou plurifranchisés parce qu'ils ont la force de frappe, parce qu'ils ont déjà des locaux, parce qu'ils connaissent les métiers, parce qu'ils n'ont pas peur, parce qu'ils ne vont pas s'embarrasser avec des choses très dogmatiques et ils vont aller au charbon parce qu'ils font ça tous les jours depuis 20 ans. En même temps, et ils sont moins chronophages. Oui. Et en même temps, vous faites rentrer des gens qui sont parfois plus forts que vous parce que vous êtes jeune franchiseur et que vous n'êtes même pas encore franchiseur. Donc, il y a un équilibre et c'est là où la sélection du candidat est hyper importante. Oui, il y a une force de frappe, une force de déploiement. Attention au poids que peut représenter ce multi chez vous. C'est-à-dire il faut tomber sur des gens quand même qui ont la tête bien faite chez les multis et des gens qui ont envie de profiter de l'aubaine d'un nouveau réseau qui arrive et non pas de réinventer la roue. Donc, il y a bien une sélection à faire et c'est avec des gens comme Emmanuel que dans la liste des multis qui existent, il faut choisir ceux qui seront à l'aise eux-mêmes, c'est-à-dire les candidats multis qui seront à l'aise eux-mêmes avec le jeune réseau et donc les imperfections du jeune réseau. Parce que c'est ça un réseau de franchise qui se lance, c'est une montagne d'imperfections que vous allez corriger au fur et à mesure. C'est normal. Alors, c'est effectivement, tu fais bien le souligner, c'est un phénomène nouveau. Avant, les multipluries, ils allaient sur des réseaux matures. Et aujourd'hui, pour en avoir signé quelques-uns, et notamment avec une jeune enseigne qu'on développe, qui s'appelle Obrigado Rodizio, qui est de la restauration brésilienne pour faire court, où effectivement, on vient de signer un plurifranchisé. Et maintenant, ces gens essayent de regarder un petit peu les opportunités en termes de vacances sur le territoire, en se disant, effectivement, si je veux me développer, je vais pouvoir me développer très vite. Mais mon propos, il n'est pas de dire qu'il faut signer que des multipluries. Non, j'ai bien entendu. C'est pas ça que tu dis. Il faut de tout dans un réseau. Mais je pense que des multi et pluris vous font avancer plus vite.
Ensuite, chercher les comptes des franchisés. Effectivement, quand on a une approche directe comme ça, moi je regarde un petit peu comment ça marche, quelle est sa façon de gérer ses bilans, est-ce qu'il a de la trésorerie, etc. Un certain nombre de critères qui vont me permettre de continuer ou pas à discuter avec lui. Parce que globalement, je pense que là j'enfonce des portes ouvertes, mais quelqu'un qui n'a pas de trésorerie, j'ai pas tellement envie de travailler avec lui, parce que je pense que on peut avoir des problèmes assez vite. Les contacter par les réseaux sociaux. Donc, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autres. Mais surtout, nous, on a chez Progressium 2 back-office qui s'occupent de ça, qui sont nos coordinatrices franchises, qui les appellent et qui leur proposent nos services en termes de diversification. C'est un peu c'est pas l'inconvénient, mais il faut pas oublier que la digitalisation, c'est bien. Mais dans le dispositif, à un moment donné, il faut prendre son téléphone, il faut appeler les gens. Et puis, deuxièmement, il faut aller les voir. Le top du top, là je parle évidemment pour la food et pour le retail, mais je pense que par extension le service va y arriver. Si vous avez un local en vue pour les appâter, pour les intéresser, effectivement votre process de recrutement il va être beaucoup plus rapide. Alors c'est une grande tendance, de plus en plus les réseaux de franchise ont fait de la prospection immobilière, ont sélectionné des locaux et après cherchent les candidats. Ça part d'un principe simple, qui est de considérer qu'il y a plus de candidats que de locaux et qu'une fois qu'on a trouvé le bon local, on peut même d'ailleurs certains réseaux, prennent le local, c'est-à-dire prennent le bail du local avec un droit de substitution à l'intérieur, Oui, tout à fait. payent les loyers parce que l'emplacement qu'ils ont trouvé, ils en rêvaient pour eux. Vous avez même des cas où le franchiseur lance l'activité pour après céder la Oui, société aux franchisés. Et donc ça, c'est absolument envisageable. Ça vous permet d'ailleurs de générer de l'argent, de la trésorerie, d'augmenter la taille de votre réseau, donc de grossir. Si vous ne trouvez pas de franchisé avant 2 ans, tant mieux, vous aurez un local rentable. S'il était si bien que ça, vous aurez un local rentable pendant 2 ans. D'ailleurs, vous ne voudrez peut-être plus le céder à un franchisé. Mais au moins, ça permet de démarrer, quel que soit le mode, cession de fonds, cession de droit au bail, location gérance, tout est envisageable derrière. Donc ça, c'est quand même une des grosses tendances. Juste un mot là-dessus, parce que le cadre, il est quand même assez juridique. On est quand même très, très encadré par le juridique en franchise. N'oubliez pas, en préambule à tout, je vous ai parlé des valeurs, la transparence, etc., mais aussi, il faut tout écrire et à chaque étape. Et à un moment donné, sur la décision finale de votre franchisé, il ne faudra pas trop pousser. C'est à lui de venir vers vous et de vous mettre un OK par écrit, si possible, en vous disant « je veux ce local, je veux venir avec vous, je veux travailler avec vous, c'est bon, on est parti ». C'est pas à vous de le faire, il faut pas être trop pushy, parce que là, vous risquez des incidents. Surtout dans le cadre de l'approche directe, parce que c'est une démarche un petit peu particulière. C'est vous qui allez les chercher, c'est vous qui les avez détectés. Alors là, il y a une slide, je ne sais pas si vous voulez commenter cette slide. En fait, oui, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, donc en gris, c'est le nombre de franchiseurs, en rose, c'est le nombre de nouveaux franchisés chaque année. Donc, c'est les chiffres de la Fédération française de la franchise qu'on trouve sur leur site. Donc, c'est juste pour vous montrer que de façon très mathématique, aujourd'hui, le recrutement de candidats est quand même un domaine qui s'est un peu complexifié du fait de ces chiffres, tout simplement. Voilà. Alors, juste un point, Emmanuel, pour m'éclairer, parce qu'il y a 2 phénomènes. C'est peut-être pas un effondrement du nombre de candidats, il y a aussi peut-être un phénomène d'amélioration du taux d'équipement en commerce et de couverture géographique de leur marché par les réseaux. Il y a beaucoup de transmission intra-réseau. Donc, je ne suis pas sûr que ces chiffres-là tiennent compte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un candidat pour une enseigne, OK, il peut ouvrir un point de vente, ce que reflètent ces chiffres, mais il peut aussi reprendre un point de vente existant. Et dans des réseaux matures de plusieurs centaines d'unités, l'implantation de nouveaux franchisés se fait essentiellement par transmission d'entreprise. Bien sûr, ça ne comprend pas les reprises. Et puis, c'est vrai que 2010 avait été, je pense, une bonne année, ce qui donne cette impression d'effondrement qui n'est pas forcément… voilà. En général, le nombre de nouveaux candidats par an, ça tourne plutôt autour de 3 000 à 4 000. Et donc là, c'était juste pour dire finalement qu'il y a le marketing et la communication pour le recrutement des nouveaux franchisés. C'est une discipline qui est vraiment totalement différente du marketing et de la communication de la marque et de l'enseigne à destination de ses clients. D'où vraiment l'importance d'avoir un plan de communication sur cette cible des candidats qui est complètement différente de celle des clients. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut pas faire l'impasse là-dessus. C'est des compétences spécifiques. C'est pas les mêmes canaux de communication. C'est pas les mêmes messages. Voilà. On pourra en parler très longtemps, mais je vais laisser la parole
peut-être à Laurent qui va vous parler également des études et de toute cette partie-là. Ok, alors je finissais une réponse, Emmanuel va pouvoir la lire et me confirmer qu'il est d'accord sur une question de Virginie Vautier aussi, sur les Oui, alors critères de Virginie, professionnalité. elle est très très dynamique hein, sur le Donc, chat. Hein. oui. Alors, juste, on arrive aux 40 minutes et on était 4 à s'exprimer sur un sujet qui est extrêmement vaste et sur lequel on arrive tous à parler des heures. Je vous ai repris dans cette slide qui arrive finalement au bon moment. Je craignais d'en avoir parlé avant, mais je vous ai remis dans cette slide le type d'études qu'un réseau de franchise doit faire, soit au démarrage, mais en tout cas, pour certaines, oui, obligatoirement, mais en tout cas tout au long de sa vie. Je vais donner à peu près quelques étapes pour comprendre. Les deux premières, alors je pense qu'il y a nos vidéos, nos images qui doivent être devant les titres, mais je vais vous les lire. Les deux premiers, c'est l'état local de marché, l'état général de marché. Il n'y a pas de débat. On est dans le cadre du DIP. L'obligation légale d'informer le candidat, obligation légale qui est faite aux franchiseurs, on en a parlé, c'est dans le DIP. Vous démarrez, pas le choix, état général, état local. Et de bon niveau, pas un truc au rabais. Il ne faut pas croire, même si vous allez l'entendre, et même si moi je pourrais le dire, qu'un juge sera plus clément. Vous ne pouvez pas rentrer dans un métier comme celui de franchiseur en vous disant plus tard, je serai de bon niveau. Premièrement. Deuxièmement, le besoin impératif qu'a le candidat à se renseigner, qui est quasiment de l'ordre de l'obligation, et la loi est entre guillemets mal faite. On devrait obliger, à mon sens, le candidat franchisé à faire faire une étude de marché à un cabinet spécialisé. Donc, je ne veux pas entendre parler d'école de commerce de junior entreprise, je ne veux pas en parler du cabinet le moins cher sur lequel on est tombé, de solutions Internet miracle avec de l'intelligence artificielle qui ferait des études de marché. Vous pouvez y croire, ça n'existe pas, ça ne marche pas, et ça marchera une fois et vous direz ça marche une fois, puis ensuite, voilà, c'est pas possible. L'étude de marché, c'est fait par des cabinets expérimentés, des gens qui sont connus sur le marché, le nôtre. Il y a d'autres confrères dans des différents secteurs d'activité qui savent très bien le faire également. Ne vous trompez pas. Et quand ils vous disent dans le résultat de l'étude, votre local est bien, l'emplacement est bien, mais le chiffre d'affaires nous amène à X et que le X ne correspond pas à vos attentes, avant de considérer que l'institut d'études est mauvais, avant de considérer que le chargé d'études est trop jeune, dites-vous que c'est une alerte, non pas un coup de frein, c'est une alerte, et essayez de comprendre les raisons de cette alerte. Donc, challengez l'institut si vous voulez, mais commencez déjà à vous dire, tiens, dans cette course au bonheur que j'ai eue avec le franchiseur, qui a été très cool, qui m'appelle tous les jours, qui est sympa, qui m'invite à manger, tiens, quelqu'un me dit, ah, attention, je suis pas sûr que tout soit rose. Asseyez-vous 2 secondes, même si ça fait mal, posez-vous la question et du coup, retravaillez vos prévisionnels en conséquence. Il vaut mieux faire passer à la banque un prévisionnel plus modeste à moins 10% ou moins 20% de ce que vous allez faire, puis exploser le prévisionnel. Moi, quand un client m'appelle en me disant ah, vous êtes mauvais, j'ai fait beaucoup mieux que votre prévision d'études, je suis ravi pour lui en fait. Il n'y a rien de mieux que ça. Voilà. Alors c'est peut-être dommage parce qu'il faudrait qu'on soit toujours précis à la virgule près, mais si avec X il passe et qu'il atteint Y, bah, tant mieux pour lui. Voilà. Ensuite, ça va venir. Ça vient tout de suite, ou en tout cas, ça vient quand vous avez fait quelques ouvertures, on va dire un peu moins de 10, l'étude de marché, je veux dire, quand ça vous avez fait un peu moins de 10 et que vous avez déjà différents cas d'implantation. Parce que nous, on peut modéliser selon les cas d'implantation, selon les tailles de ville, les tailles de zone, ce que donne votre enseigne dans une situation donnée. L'étude de zonification, je finirai là-dessus, ça fonctionne avec le logiciel Easy Retail. C'est essentiel. C'est ce que dans la loi est indiqué en parlant des perspectives de développement. Peu importe la forme que ça a pris après, mais c'est ça que la loi voulait faire, c'est faire que le franchiseur se pose la question de son plan de développement commercial, c'est-à-dire aujourd'hui, on est en octobre 2020, je m'appelle Big Fernand, j'ai un magasin à Paris, combien de restaurants je peux ouvrir en France dans les 3 ans qui viennent? Et une fois que j'ai identifié combien je pouvais en ouvrir, dans les 3 ans qui viennent, et pas dans les 30 ans qui vont suivre, dans les 3 ans qui viennent, je dois savoir, grâce à l'étude de zonification, dans les 30, 40 ou 50 que je vais essayer de faire dans les 3-5 années qui viennent,
dans quelle ville je vais aller en premier, et dans ces villes, dans quel secteur d'implantation, le centre-ville, le centre-co, le nord, l'est, ouest, le sud, la périphérie, dans quelle zone commerciale, donc, je vais décider d'ouvrir. À partir du moment où vous avez ces études, vous avez pour les villes un go, no go. Et une fois que vous avez le go pour une ville, vous avez le combien. Et bien évidemment, entre deux villes de 35 000 habitants, Saint-Germain-en-Laye, Carpentras et Châteauroux, on a 35 000 habitants dans les trois cas. Laquelle je vise en premier, c'est-à-dire en fonction de mon enseigne, de mes critères de cible, de la concurrence que je suis en mesure de supporter, laquelle de ces trois villes de 35 000 habitants je vais aller viser en premier et laquelle je viserai en 50e ou en 150e. Voilà le principe de ces études. Ça vous est mis dans un logiciel de géomarketing, comme un Google Maps qui s'appelle Easy Retail, dans lequel il y a tout un ensemble de bases de données, de fonctionnalités. On peut même recruter des candidats via des campagnes SMS ou via des campagnes Google ou des campagnes Facebook ou des emailing. On peut aussi recruter des clients autour des magasins grâce à l'outil. Enfin, il y a plein de fonctionnalités. Les gens intéressés pourront nous contacter et puis je leur ferai une démonstration personnalisée. Mais il faut que vous ayez en tête que c'est bien les études avant ouverture qui vous sont nécessaires. L'étude de zonification, il y a un investissement qui n'est pas neutre. Autant l'étude de marché, c'est un investissement presque philosophique, presque intellectuel, parce que ce n'est pas vous qui le financez, c'est le franchisé. Autant l'état local, l'état général, vous n'avez pas le choix, c'est comme de mettre votre ceinture en voiture. Autant l'étude de zonification, c'est structurel, stratégique, c'est votre plan de développement commercial. Je serais tenté de vous dire, faites-le quand vous voulez, mais si vous le faites trop tard, vous allez ouvrir en vous trompant, vous allez modifier tellement votre mix et ce que vous pensiez faire parce que vous avez dû vous adapter, que si vous faites une étude de zonification, vous serez guidé par des choix, un peu comme je le disais tout à l'heure, tout choix est un renoncement. Et c'est ça qui est fantastique. Je ne plaisante pas, il y a 52 000 zones d'implantation en France. L'intérêt d'une étude de zonification, c'est de vous sélectionner les 50 ou 80 premières. Ah, le renoncement, ça pourrait faire un sujet d'un C'est un webinaire. Parce que oui, c'est un webinaire paritaire parce que savoir dire non à un futur franchisé, oui. c'est juste un métier hein, en argumentant comme il faut. Voilà. Moi, alors c'est le cas. Il y a eu un webinaire hein, sur financer les investissements, en tout cas du franchiseur, hier lundi avec Progressium et Prepro. Ouais. Voilà. Très bien, Prepro. Très, très bien. Il y a un dispositif dont je voudrais parler qui fonctionne avec Prepro. Prepro en parlera aussi. C'est le dispositif Monte ta franchise. Oui. Parce que souvent, on parle de courtage, donc de courtage d'emprunt, ce qui est essentiel, c'est ce que fait Prepro. En plus, Prepro a une trentaine d'agences partout en France, donc c'est vraiment idéal. Ils ont un maillage local fantastique. Et les patrons sont vraiment des vrais professionnels. Mais ils financent principalement l'emprunt, c'est-à-dire l'emprunt. En revanche, pour avoir son emprunt, comme pour son appartement ou sa maison, il faut un apport. Et souvent, le financement de l'apport, il n'y avait pas de formule qui existait, il fallait avoir un apport. Vous avez un dispositif qui s'appelle Monte ta franchise. Je vous invite à le trouver sur Internet. C'est un fonds qui s'appelle Impact Partner, qui est un fonds dit social, qui propose de financer tout ou partie des apports à partir du moment où soit votre point de vente, soit éventuellement le siège social de votre groupe se trouve dans une zone de revitalisation urbaine et dans tous les plans gouvernementaux, Action Cœur de Ville et ainsi de suite. C'est très intéressant. Donc, vous trouverez sur Internet la cartographie où vous avez les zones qui sont éligibles. C'est une cartographie que Territoire et Marketing a faite. Et je vous invite à prendre contact avec les gens de Monte ta franchise parce qu'ils viennent en complément de Prepro, c'est-à-dire quand il manque 50 000 € ou 400 000 € dans un apport, Monte ta franchise peut aider les franchisés à compléter cet apport. Très bien, écoute, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Laurent. Une question sur la transmission des slides du webinaire. Oui, vous les aurez. Vous aurez un lien pour un replay et vous aurez les slides. Donc, pas de problème, ça va arriver à la suite. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on arrive au terme là, du temps qui nous est imparti. Là, il est 11h moins 10. Donc, nous, on a fini pour nos interventions. Est-ce que, au fur et à mesure, vous en avez posé, mais est-ce qu'il vous en reste? C'est un sujet très vaste. Donc, allez-y, c'est le moment si vous souhaitez.
Merci. Non. Merci pour les gens. Alors, merci aux gens qui nous disent merci. Merci. Donc, écoutez, merci à vous en tout cas. Surtout, on était ravis de pouvoir échanger à l'occasion de ce webinaire. Évidemment, on est tous à votre disposition pour parler de développement et en premier lieu les opérationnels, hein, Emmanuel, Laurent. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez sur les slides voilà, les coordonnées de tous. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a un webinaire à suivre où Emmanuel Jury sera toujours là avec mon associé Stéphane Ingold sur les locaux commerciaux. Et puis, il y en a un autre à midi sur le développement international où j'interviendrai aux côtés de Rodolphe Hamon, qui est un ancien franchiseur d'ailleurs, qui vit aujourd'hui en Espagne et qui aide des réseaux à s'exporter. Voilà, donc excellente journée, peut-être à tout à l'heure pour certains d'entre vous. Au revoir. Merci à tout le monde, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée.